Imaginons un instant que, à l'intérieur de notre boîte crânienne, il y a un filtre anti-spam, mais un filtre hyper perfectionné, hein. Un truc tellement impitoyable qu'il bloque, genre 99% des opportunités financières ou des relations qui se présentent chaque jour. Ouais, un filtre totalement silencieux en plus. C'est ça, un filtre qui décide en permanence de ce qui a le droit d'exister ou non dans notre réalité consciente. Et si le fameux concept des années 2000, qu'on a pas mal moqué, cette fameuse idée qu'on attire ce qu'on pense, Ah oui, la fameuse pensée magique. voilà. Et si ça cachait en fait, de manière très maladroite, le vrai manuel d'instruction neurologique pour reprogrammer ce filtre. Ben, c'est une perspective qui change absolument tout. Parce que, on va pas se mentir, le grand public a gardé de ce phénomène culturel une image hyper caricaturale. Carrément, ouais. L'idée reçue, c'est il suffit de fermer les yeux très fort, tu vois, de souhaiter une nouvelle maison ou un succès foudroyant pour que la réalité se plie par magie à nos caprices. Mais quand on met cette vision un peu infantile de côté, je suis certaine que la réalité biologique est infiniment plus complexe. Et franchement, beaucoup plus fascinante. On connaît tous la rengaine, hein. Le livre Le Secret en 2006, la loi de l'attraction. En gros, le semblable attire le semblable. On pense à un chèque et pouf, il arrive miraculeusement dans la boîte aux lettres. Si seulement, hein. Bah oui, bon, décortiquons ça, parce que notre mission pour cette analyse approfondie, en nous basant sur les dossiers qu'on a épluchés, c'est absolument pas de valider cette pensée magique. Au contraire. Tout à fait. L'idée, c'est de mettre un coup de projecteur clinique sur ce que les sources nous disent réellement sur la mécanique de l'esprit. On va vraiment séparer le mythe de la science. Et il le faut impérativement. L'interprétation superficielle de ces trucs-là a fait tellement de dégâts. Il y a une vraie urgence à comprendre le pourquoi du comment, le côté mécanique et biologique derrière tout ça. Ouais. Parce que si on ne comprend pas comment le cerveau interagit physiquement avec nos croyances, toute tentative de changer sa vie à la seule force de l'esprit, c'est voué à un échec cuisant. Alors, je vais faire l'avocat du diable tout de suite, parce qu'il y a une objection énorme qui me vient. Si la pensée seule changeait la trajectoire d'une vie de façon magnétique, le fait de trop penser, le fameux overthinking, ça ferait de la moitié de la planète des milliardaires épanouis. Mais carrément. Or, dans la vraie vie, ressasser des pensées toute la journée, ça crée surtout des insomnies, des ulcères et une anxiété généralisée. Qu'est-ce qui cloche dans cette version populaire, au juste? Ce qui est fascinant ici, c'est précisément la façon dont la biologie contredit cette notion populaire. Une pensée isolée, qui flotte comme ça de manière purement intellectuelle dans la tête, elle n'a aucune force d'attraction en soi. Aucune. Non, aucune. Le véritable chef d'orchestre, c'est cette structure dont tu parlais au tout début, ce fameux filtre. En neurologie, on appelle ça le système réticulé activateur ou SRA. C'est un petit faisceau de fibres nerveuses situé à la base du cerveau, dans le tronc cérébral. C'est donc lui le fameux videur de boîte de nuit de notre conscience? C'est exactement ça. Pour comprendre son rôle, il faut réaliser que le système nerveux est bombardé, mais bombardé par des millions de bits d'informations à chaque seconde. C'est un volume de données ingérable pour notre conscience. Le cerveau exploserait sinon, quoi. Littéralement. Le SRA agit donc comme un douanier implacable. Il trie. L'exemple classique dans le document, c'est le fameux effet de la voiture rouge. Ah oui, je l'adore celui-là. C'est simple, quelqu'un prend la décision ferme d'acheter un modèle très précis de voiture rouge, et dès le lendemain matin, bim, la personne commence à voir cette berline rouge à tous les coins de rue, sur l'autoroute, garée en bas de chez elle. Mais attends, je t'arrête 2 secondes sur cet exemple. C'est pas juste un vulgaire biais de confirmation, ça? Comment ça? En quoi c'est neurologiquement différent du simple fait de se mentir à soi-même? Tu sais, on prête attention qu'à ce qui nous arrange, un peu comme quand on lit un horoscope hyper flou et qu'on se dit ouais, c'est totalement moi. C'est une super question. Et la nuance est vraiment vitale. Le biais de confirmation, ça implique souvent de tordre l'interprétation d'une réalité pour valider une croyance. Le SRA, lui, il tord pas la réalité. Il en révèle juste une portion matérielle qui était censurée avant. Ok, je vois. Ces fameuses voitures rouges, elles étaient physiquement là sur la route la semaine d'avant. Les opportunités financières ou les partenaires potentiels, c'est pareil, ils sont là tous les jours. C'est pas l'univers mystique qui s'est soudainement mis à fabriquer des bagnoles rouges pendant la nuit pour répondre à ta vibration. D'accord, le monde extérieur a pas bougé d'un millimètre. C'est juste notre lentille interne qui a pivoté. C'est ça. En fait, le SRA a reçu une nouvelle ligne de code du genre attention, l'objet voiture rouge est désormais crucial. Laissez passer l'info jusqu'au cortex. La réalité perçue change par un recalibrage de l'attention, pas par magie. Donc on crée pas la matière avec des pensées,
On s'ouvre neurologiquement aux opportunités qui étaient déjà là. On était juste aveugle. Et d'ailleurs, nos dossiers vont plus loin avec un autre concept clé, la neuroplasticité. Oui, un gros morceau, ça. C'est pas juste un terme scientifique à la mode qu'on balance dans les séminaires de dev perso, hein. Ah non, absolument pas. La neuroplasticité, c'est une réalité anatomique pure et dure. C'est le processus par lequel le cerveau modifie sa structure physique en fonction des pensées répétées. Il se câble différemment, quoi. Exactement. Il crée ou détruit des connexions. Quand quelqu'un se répète en boucle « je suis pas à la hauteur » ou « j'ai jamais de chance avec l'argent », il fait pas juste une déprime passagère, il consolide des synapses. Il construit carrément une route. Voilà, il les renforce avec de la myéline, une substance qui accélère l'influx nerveux. Donc la peur de l'échec devient physiquement une autoroute à péage ultra rapide dans son cerveau. Waouh. Et à l'inverse, j'imagine que les chemins de la confiance en soi, vu qu'on s'en sert pas, ils dépérissent. C'est ça, il s'atrophie. Ça devient un vieux sentier de terre plein de ronces. Ce qui m'épate dans tout ça, c'est le grand écart historique qu'on fait. Aujourd'hui, on parle d'imagerie cérébrale, de myéline et tout. Mais bien avant l'invention de l'IRM, les textes antiques disaient la même chose. C'est fou, hein? Ouais. On trouve par exemple dans la Bhagavad Gita cette phrase incroyable « L'homme est fait par sa croyance ». Le bouddhisme dit pareil depuis des millénaires. Ce que tu penses, tu le deviens. Et regarde le stoïcisme avec l'empereur romain Marc Aurèle. Tout son postulat repose sur l'idée que l'esprit sculpte la réalité perçue. Parce que pour eux, l'extérieur est incontrôlable. Exactement. Seule la réalité interne permet de définir comment agir. Ils n'avaient pas notre vocabulaire neurologique, mais ils observaient empiriquement les mêmes trucs sur le comportement humain. Et le drame, c'est qu'on a pris cette sagesse antique millénaire, on l'a passée au mixeur de notre culture de l'instantané, et on en a fait des trucs assez comiques en fait. C'est clair. Pieusement affirmé à l'univers qu'on attire un corps d'athlète tout en restant affalé sur le canapé avec un paquet de chips. Le seul six-pack qui va se matérialiser, c'est celui qui est au frais dans le frigo. Ouais, l'image est drôle, mais ça souligne une vraie tragédie moderne, hein. On a consciencieusement gommé la discipline féroce qu'exigeaient ces philosophies antiques. Pour garder que la promesse de résultats faciles. Voilà. Marc Aurèle, il s'asseyait pas dans sa tente pour visualiser la paix de l'Empire romain en attendant qu'elle tombe du ciel. Il forgeait son esprit tous les jours pour être capable d'agir avec justesse, d'être le leader dont les gens avaient besoin. Ce qui nous amène à la question à 1 million d'euros. Si la science moderne prouve cette neuroplasticité, et si les philosophes antiques la valident, pourquoi il y a un taux d'échec aussi monumental? Ah, Pourquoi l'écrasante majorité des gens qui essayent d'appliquer le secret finissent frustrés, quoi? nos recherches pointent des mécanismes très précis, tous enracinés dans une dissonance cognitive. Le premier piège, hyper répandu, c'est les affirmations creuses. Genre se parler dans le miroir. C'est ça. Imagine le mec devant sa glace le matin qui se force à dire « je baigne dans une abondance financière infinie ». Sauf que, biologiquement, son système nerveux est en alerte maximale parce que le loyer est en retard. Le cerveau détecte l'arnaque, direct. À la milliseconde près. C'est comme essayer de peindre un mur plein de moisissures en espérant que la peinture suffise à assainir la pièce. Ça va s'écailler le lendemain. Mais il se passe quoi physiquement quand il y a cette dissonance? Le cerveau donne la priorité à la survie. Face au stress réel, l'amygdale déclenche une production massive de cortisol, l'hormone du stress, et ce pic vient littéralement bloquer l'accès au cortex préfrontal. Le centre de la pensée logique et créative. Exactement. Donc la petite phrase positive, elle pénètre même pas le subconscient. Pire, se mentir renforce le sentiment de danger. La personne s'enferme en mode survie. Ce qui interdit toute neuroplasticité vers l'abondance. Il y a une métaphore paysanne géniale dans nos documents sur cette impatience qui ruine tout. Ah oui, la graine. Ouais. Essayer de forcer un résultat tout en doutant, c'est comme planter une graine dans la terre et venir la déterrer tous les matins comme un fou pour vérifier si les racines ont poussé. C'est une allégorie brillante. Déterrer la graine neurologiquement, c'est l'équivalent d'aller vérifier son appli bancaire avec angoisse 15 minutes après une méditation sur la richesse. Ah ouais, la fameuse vérification anxieuse. C'est ça. Ça déclenche une nouvelle décharge de cortisol qui détruit immédiatement le fragile réseau synaptique de confiance qu'on essayait de construire. La boucle de l'échec est bouclée. On étouffe carrément la graine avec notre propre angoisse. Bon, heureusement, nos dossiers ne s'arrêtent pas aux échecs. Ils proposent une vraie formule en 5 étapes pour esquiver ces pièges. Oui, une approche beaucoup plus robuste. La toute première étape, c'est un changement brutal d'identité. Faut plus demander « qu'est-ce que je veux avoir ?» mais poser la vraie question qui fâche. Qui dois-je devenir? La fondation absolue. Passer de l'avoir à l'être.
Si l'objectif c'est de publier un roman, visualiser le livre sur une étagère, ça suffit pas. L'esprit sait pas quoi faire de cette image finale sans le processus. Faut adopter l'identité de l'écrivain, en fait. Exactement. Un écrivain s'assoit à son bureau tous les matins, qu'il soit inspiré ou qu'il ait la page blanche. Cette clarté d'identité donne une direction concrète au cerveau. Par contre, une idée froide et intellectuelle, ça suffit pas. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'émotion rentre en jeu. Et nos notes sur le fait que le cerveau fait pas la différence entre fiction et réalité, c'est dingue. C'est l'une des failles les plus puissantes de notre cerveau. Si on te met sous IRM et qu'on te demande d'imaginer, avec une émotion intense, la joie d'un succès futur, Les zones activées sont les mêmes, hein. pratiquement identiques à celles qui s'allumeraient si ça se passait en vrai dans la pièce. Le cerveau libère de la dopamine sur une simple projection mentale. Donc l'émotion, c'est un peu l'électricité qui soude le réseau neuronal. Voilà, la pensée donne le cap, l'émotion fourmille l'énergie. D'accord, mais soyons logiques 2 secondes. Si je fais ça un dimanche après-midi avec de la musique zen, ça va pas recabler mon cerveau pour 10 ans. Le système nerveux a besoin de plus de preuves, non? Bien sûr, d'où la troisième étape, la répétition. Pour que le petit sentier neuronal devienne l'autoroute par défaut en cas de crise, le signal doit être répété inlassablement. Le cerveau finit toujours par croire ce qu'il entend ou ressent le plus souvent. Et c'est là qu'il manque le gros chaînon, la 4e étape, le pont obligatoire entre cette répétition mentale et le monde physique, l'action alignée. Le grand oublié du secret. Mais tellement, on a l'impression qu'il suffit de penser très fort à son but, bien au chaud sous son plaid, et le destin va se pointer en livreur Amazon. C'est la pire erreur d'interprétation. Sans action physique, le cerveau profond se dit juste « Ah, on est en train de rêvasser, c'est mignon ». L'action, c'est la seule preuve matérielle envoyée au système nerveux. Faut signer le contrat avec sa propre biologie, quoi. Exactement. Si tu veux devenir entrepreneur, la première action, c'est pas de faire 1 million. C'est peut-être de refuser une soirée pour bosser 2 heures sur un business plan. Ce petit geste vient sceller le réseau neuronal. Mais tout ça nous amène au paradoxe ultime, la fameuse 5e étape de nos sources, le détachement. Franchement, ça a l'air super contradictoire. C'est vrai que ça bloque beaucoup de gens. Bah oui, d'un côté, on te dit de vouloir le truc à fond, de t'engager émotionnellement, d'agir tous les jours, et de l'autre, on te dit lâche prise sur le résultat final. Comment tu peux lâcher prise quand tu veux un truc désespérément? Le problème, c'est justement le mot « désespérément ». L'obsession maniaque, le besoin rigide que les choses se fassent pile à telle heure, de telle façon. Ça crée une résistance psychologique massive. Une grosse crispation, en fait. Et retour à la case départ. La crispation crée de l'anxiété, donc du cortisol, qui paralyse l'action. Le détachement des stoïciens ou des bouddhistes, c'est pas de la paresse ou du fatalisme. C'est abandonner le besoin névrotique de micro-gérer l'univers. Le dossier utilise une métaphore géniale avec le surf pour expliquer ça. Pense au surfeur pro. Il est préparé, musclé, il a sa planche. Mais une fois dans l'océan, il va pas hurler sur les vagues pour forcer l'eau à se soulever exactement où il veut. C'est sûr, on imagine mal un gars taper sur l'eau en insultant la marée parce qu'elle respecte pas son agenda. Et pourtant, c'est ce que font la plupart des gens avec leur lit. Ils tapent sur la réalité. Le surfeur, lui, il lit l'océan, il se positionne, il rame quand l'opportunité est là, et il s'aligne avec la force naturelle de la vague. Donc, on ne demande pas à l'océan de s'aplatir, on apprend patiemment à lire l'eau, on bosse son équilibre et on bondit quand le mouvement se crée. Si on relie ça à une vision plus globale de la manifestation, c'est le changement de perspective ultime. On finit par piger qu'on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. L'état d'être global devient l'aimant. Voilà. Le succès, c'est plus une cible fuyante qu'on chasse. Ça devient la conséquence inévitable de la personne qu'on est devenue grâce à la neuroplasticité et à l'action. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final quand on assemble les pièces du puzzle ? On est vraiment loin du tour de magie pour les naïfs, hein. C'est une mécanique implacable. C'est une ingénierie interne quotidienne. Recalibrer son SRA, forcer la neuroplasticité par l'émotion répétée, prouver le changement par l'action courageuse et surfer sur l'imprévisible. C'est vachement plus dur que de faire un vœu aux étoiles, mais c'est tellement plus puissant. Ça redonne le volant à l'individu. Et d'ailleurs, pour ancrer ça, nos dossiers lancent un défi sur 7 jours. Ah oui, très intéressant ce défi. Pas de promesse mystique, juste une expérience. Pendant 1 semaine, tu surveilles tes pensées comme un faucon. Tu coupes la boucle du cortisol direct. Tu adoptes la posture de la personne que tu veux devenir et tu fais une action audacieuse par jour. Le but, c'est pas de devenir millionnaire en 7 jours, on s'entend.
C'est de constater soi-même l'impact de cette posture sur les micro-opportunités qui vont commencer à popper autour de soi. Ce qui soulève une question vertigineuse pour finir. Imaginez un peu. Que se passerait-il concrètement si pendant une semaine entière, chaque décision que quelqu'un prend n'était plus jamais dictée par la peur de l'échec ou le manque, mais par la certitude neurologique d'être déjà la personne capable de réussir? Observer ces petits changements d'intérieur, c'est peut-être ça la clé du véritable secret de l'esprit humain.